Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, nous poursuivons nos balados Les Exportateurs Étoiles et j'ai la chance de rencontrer le récipiendaire du prix Nouvel Exportateur, Alexis Bilodeau de l'entreprise Novo, qui compte aujourd'hui 70 employés. Novo, c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur médical et qui accompagne les entrepreneurs, entre autres, qui veulent développer une nouvelle machine, par exemple, dans ce secteur. Donc, nous avons une conversation ensemble sur le processus d'innovation qui peut être parfois complexe, mais bien accompagné, mène souvent vers la réussite. Mais avant tout, j'aimerais parler avec Madame Lemaire de chez Desjardins qui va nous parler de la fluctuation comment protéger la fluctuation des matières premières. On parle souvent de la fluctuation des devises, mais il y a aussi moyen de se protéger contre la fluctuation du prix des matières premières. Et nous le savons, c'était franchement un gros problème au cours des dernières années. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Plusieurs entrepreneurs connaissent et utilisent déjà des stratégies de protection contre la fluctuation de la valeur des devises étrangères, comme des contrats de change à terme, des swaps, des options. Il faut savoir qu'il est également possible d'utiliser des instruments financiers permettant de protéger votre précieuse marge de profit contre la variation de la valeur de nombreuses matières premières, qu'on appelle aussi des commodités. L'éventail des possibilités est très vaste. On retrouve notamment la possibilité de protéger la valeur de métaux précieux ou de métaux industriels comme l'acier et l'aluminium. Au niveau de l'énergie, on peut protéger la valeur du pétrole, du gaz naturel, mais également d'une foule d'autres commodités telles que le bois d'œuvre, le cacao, le café. Si, dans le cours de vos activités commerciales, vous vous retrouvez dans la position d'acheteur ou de vendeur de matières premières et que la variation de leur valeur ajoute de l'incertitude à votre marge de profit, vous pouvez bénéficier de l'aide d'experts pour élaborer une stratégie sur mesure pour votre entreprise qui vous permettra de fixer la valeur de ces matières premières dès maintenant pour des achats ou des ventes qui se feront dans quelques semaines ou quelques mois. Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexis Bilodeau de l'entreprise Novo. Comment ça va, Alexis? Ça va très bien. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Où est-ce que c'est quoi tes études? D'où est-ce que tu viens? Oui, certainement. Moi, j'ai gradué en génie électrique de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2003 au bac. Puis ensuite, j'ai complété une maîtrise à temps partiel tout en fondant mon entreprise. On doit avoir à peu près le même âge. Là. Je me rappelle à l'UQTR, les gens qui étaient en ingénierie, là, il y avait des chiennes qu'on appelait à l'époque, là, de couleur voyante. Est-ce que tu as fait partie de ce groupe-là? C'est ça. Vous étiez très voyants. Certainement. C'était nous. En 2005, tu as fondé Novo. Est-ce que, avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu te prédestinais à être chef d'entreprise, toi, quand tu étais jeune? Prédestiné, je ne sais pas, mais j'ai toujours eu envie de ça. J'ai eu des petites entreprises de services là, pendant mon parcours plus jeune. Et puis, là, après avoir gradué en ingénierie, je savais qu'un jour ou l'autre, je fonderais mon entreprise. Donc, tu as gradué en 2003, tu as fondé ton entreprise en 2005, donc ça a été quand même assez rapide. Est-ce que tu as fondé ton entreprise avec quelqu'un avec qui tu étais à l'école ou c'était une autre personne? Non, j'ai connu Christian Tifo, le cofondateur à l'université. Okay. On s'est connus là, à l'UQTR, c'est serré, l'ingénierie, tout le monde connaît tout le monde. Puis, on a décidé en même temps de faire une maîtrise. Puis là, on s'est connus un peu davantage. Puis là, quand il y a eu ce projet d'affaires-là qui a émergé, dans le fond, on se trouvait complémentaires. Fait qu'on a décidé de démarrer ça ensemble. Donc, parle-moi un peu de Novo. C'est quoi votre service? C'est quoi votre produit?
Oui, ben Novo, c'est une entreprise de développement de produits, justement, de haute technologie. Donc, quand on a démarré, Christian et moi, ingénieurs en électronique, on a commencé par offrir des services de développement de circuits électroniques pour intégrer dans des nouveaux produits de nos clients. Et puis, rapidement, dans les premières années de l'entreprise, on a décidé de compléter dans le fond, d'avoir toutes les expertises qu'il fallait chez Novo pour être capable de développer des produits de A à Z. Donc, ingénierie électronique, évidemment. Après ça, développement de logiciels embarqués, logiciels mobile, cloud. Ensuite est arrivé l'ingénierie mécanique, le design industriel. Puis, à la fin, le design UI, UX, puis la stratégie de produit. Ça fait que chez Novo, on peut prendre des projets d'innovation technologique, de développement de produits clés en main. Nos clients arrivent avec leurs idées, leur marché, leur technologie. Puis là, nous, on fait le développement jusqu'aux produits commercialisables. Puis dans les dernières années, en fait, depuis 10 ans, mais dans les dernières années, ça s'est vraiment beaucoup concrétisé. On a spécialisé notre pratique de développement de produits sur le secteur des produits médicaux. OK, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous construisez des appareils médicaux pour aider les médecins, en fait, dans leur pratique. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un projet que vous avez fait? Oui, absolument. Puis pour aider les médecins ou les patients ou toutes sortes d'autres praticiens, en réalité, les produits qu'on développe s'adressent à toutes sortes de segments de marché dans le secteur médical. Par exemple, dans les dernières années, un des produits vraiment intéressants qu'on a développé, c'est un appareil en oxygénothérapie. Okay. Donc, les fondateurs de cette entreprise-là, notre cliente, eux avaient développé une méthode pour gérer le débit d'oxygène des patients atteints de certaines conditions pulmonaires pour être capable d'améliorer leurs conditions pendant leur séjour à l'hôpital, de raccourcir le séjour à l'hôpital aussi. Donc, nous, on a fait l'ingénierie de ce produit-là de A à Z. On est parti de leur preuve de concept qui a servi juste à valider cliniquement que ça donnait des résultats. Puis, on a amené ce projet-là jusqu'au marché, finalement. C'est vraiment intéressant. Là. C'est la première fois que j'entends parler, en fait, je ne suis pas dans le secteur médical, là, mais qu'on peut construire avec votre équipe, en fait, un appareil selon les besoins. Tu me parlais aussi que ça peut être pour les patients. Donc, l'usager comme ce produit-là, c'est vraiment le patient qui va l'utiliser à la maison ou c'est à l'hôpital que c'est utilisé? Dans le cas de ce produit-là en particulier, c'est un produit qui s'adresse aux hôpitaux. Là. Donc, l'acheteur, c'est un hôpital qui veut soigner ses patients. Mais dans toutes sortes d'autres projets, les utilisateurs, c'est les patients directement. Donc, par exemple, vous avez sûrement vu quand même dans les dernières années qu'il y a beaucoup d'applications médicales qui se font sur téléphone mobile. On appelle ça un software as a medical device. Ça démocratise beaucoup la gestion des données ou des traitements par le patient lui-même. Là, il y a des projets sur lesquels on travaille qui sont ce type de produit-là, où est-ce que le médecin est un observateur des données, mais c'est le patient lui-même qui gère son traitement. Donc, vos clients sont quand même diversifiés. La niche, elle est où pour vous? Est-ce que c'est plus de travailler avec des médecins ou des gens? C'est qui vos clients principaux? En fait, nos clients, on en a plusieurs. Là, on a quelques grandes entreprises du secteur médical qui n'arrêtent jamais d'innover et d'amener des nouveaux produits, des nouvelles technologies sur le marché. On a beaucoup de PME donc qui ont démarré souvent en amenant une nouvelle technologie sur le marché, puis qui, au fil de leur progression, veulent diversifier, améliorer leurs produits ou en introduire des nouveaux. Mais un des grands segments qu'on dessert, c'est les startups médicales elles-mêmes. Donc, des gens qui sortent soit des laboratoires universitaires ou soit de centres de recherche ou même dans certains cas directement de chez eux, puis qui ont une idée, une technologie pour un nouveau type de traitement, puis qui ont à partir là, finalement presque de la page blanche, puis amener encore là leur idée, la faire maturer technologiquement jusqu'à ce que ça puisse être commercialisé.
Donc, vous avez mis en place un processus d'accompagnement de ces gens-là pour définir le produit au départ, j'imagine, pour bien cibler le besoin, le construire adéquatement, répondre aux normes. C'est tout un processus. Ça peut prendre combien de temps, un projet? Bien, un projet typique va durer un an à 2 ans, je dirais, en moyenne. Là. Puis, il y a vraiment plusieurs étapes. Là. Dans la première année, on va souvent voir émerger un premier prototype qu'on est capable de mettre à l'épreuve puis de valider avec des usagers, des patients, des médecins, etc. Puis ensuite, bien, il y a tout un processus, comme vous pouvez imaginer, vraiment très rigoureux d'assurance qualité qui sert à s'assurer que le produit fait sécuritairement ce qu'on revendique qu'il doit faire. Puis ensuite, bien, on transfère en fabrication au cours de l'année 1 jusqu'au marché. C'est sûr que c'est un processus qui est quand même qui demande beaucoup d'attention, spécialement dans les premières étapes. Ou est-ce que, comme tu disais, on a vraiment à aider notre client à déterminer qu'est-ce que ça doit être le produit, la conceptualisation du produit, quelle fonctionnalité ça doit avoir pour servir toutes les personnes qui ont besoin de l'utiliser. Souvent, on mentionne le médecin, mais il y a les infirmières, le personnel d'entretien, le patient, évidemment. Il y a beaucoup de types de personnes qui ont besoin d'interagir avec un produit médical. Puis nous, bien, notre travail au début, c'est de s'assurer que les besoins de toutes ces personnes-là sont rencontrés dans le concept de produit, puis ensuite d'en faire l'ingénierie détaillée jusqu'à ce que ça fonctionne finalement. J'imagine qu'on bâtit avec le temps une certaine façon de procéder, une expertise pour que ça soit plus fluide. Les premières fois que vous avez développé un produit, ça devait être un peu plus complexe qu'aujourd'hui? Ou pas? C'est certain. C'est certain. Les grandes lignes sont les mêmes. On a toujours eu l'intention de centrer notre processus autour des humains, puis des gens, des personnes, parler à des utilisateurs. Mais évidemment, dans les premiers projets, il y a eu une certaine mise à l'épreuve, un raffinement des différentes étapes, une clarification peut-être. Jusqu'à depuis quelques années, un processus qui est mature, où est-ce qu'on est capable de vraiment suivre un certain chemin qui est bien défini et qui nous amène au résultat. Vous faites toute l'idéation, toute la conception du produit. Par la suite, est-ce que c'est vous qui produisez le produit, le concept ou c'est quelqu'un d'autre qui va le fabriquer? Non, en fait, notre travail, nous, s'arrête à la conception. Cependant, pour la majorité de nos clients, on les aide à faire ce que nous autres, on appelle le transfert en fabrication. Dans tous ces instruments, ces appareils, bien, il y a toujours différentes méthodes de fabrication d'impliquer au niveau des plastiques, des métaux, de l'électronique, etc. Donc, on aide nos clients à trouver des fournisseurs qualifiés pour fabriquer toutes les composantes, puis très souvent aussi un intégrateur qui va faire l'assemblage final pour le client. Je vois qu'on dirait que pour moi, là, les clients chez vous, c'est des entrepreneurs qui se lancent en affaires avec un nouveau produit. Est-ce que des fois, c'est aussi des entreprises bien établies qui vous... Ben, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là, c'est aussi ça, ils viennent vous chercher pour votre expertise. Votre équipe ressemble à quoi? Vous êtes combien? Un peu plus de 70 personnes aujourd'hui, réparties dans toutes les expertises dont on a parlé un peu plus tôt. Une belle gang. Comment ça va? Mais en ce moment, là, pour avoir 70 personnes, là, pour garder le personnel puis trouver des gens qualifiés, est-ce que c'est complexe? Alors, c'est sûr que le marché des technologies, comme plusieurs autres au niveau de l'emploi, est très, très serré, puis ça fait longtemps. On parle de pénurie. C'est sûr que c'est un défi. Par contre, nous, ça fait... en fait, on est une entreprise qui est vraiment très centrée sur l'humain. Donc, ça veut dire aussi nos humains, nos employés, nos collaborateurs. On a une culture qui est très forte, qui a été bien adaptée depuis l'année dernière à cause de la COVID, mais qui est quand même encore vraiment présente.
Et puis, on a des projets qui sont vraiment stimulants aussi. Donc, ça nous aide à quand même attirer l'attention de personnes qui ont de l'expertise, qui sont qualifiées, qui ont le goût de faire des projets qui ont un impact significatif sur la vie des gens, parce que c'est quand même ça qu'on fait chez Nouveau. Et puis, on a bien réussi à recruter. Puis encore aujourd'hui, on a des postes ouverts, on les comble, puis on progresse. En tout cas, bravo, hein? C'est vraiment rendu une belle entreprise. Vous avez une belle mission. Vous êtes deux ingénieurs qui avaient parti Novo. Comment ça va au niveau de la commercialisation? Est-ce que vous cherchez des personnes à l'interne qui vendent ou c'est vous deux qui vous en occupez? En fait, nous, on a compris vraiment tôt que c'est pas nous qui avions la force, les qualités pour vendre. Donc, notre cinquième employé, c'était un professionnel dans le domaine des ventes qui avait une carrière dans le domaine pharmaceutique depuis longtemps. Ça nous a vraiment beaucoup aidé là, d'identifier ça puis de faire ce choix-là. D'abord, cette personne-là nous a beaucoup aidé à développer le marché, notre premier marché au Québec. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui s'est joint à l'équipe en cours de route. Puis aujourd'hui, c'est 3 personnes aux ventes, dont un qui est centré sur l'international, et puis un directeur marketing qui sont le moteur là, finalement qui amène les projets chez nous. Comment ça se passe? Vous avez gagné le prix Nouvel Exportateur. Comment ça se passe, votre développement de marché à l'international? Bien, en fait, c'est une histoire intéressante. Là. Dans un premier temps, on a commencé par avoir des projets à l'international complètement par hasard. Okay. On a fait des projets en Chine, en Australie, en Europe, puis aux États-Unis, évidemment. Surtout par des gens qu'on connaissait dans notre réseau au Canada, qui sont déménagés ou qui avaient des contacts à l'étranger. Où est-ce que le lien de confiance était déjà établi. Donc, on a commencé à faire des projets de cette manière-là. L'exportation, c'est arrivé comme ça, mais ça a toujours été un objectif d'en faire quelque chose de structuré. Donc, il y a 2-3 ans, là, on a commencé à faire un effort plus organisé ou même organisé pour développer le marché aux États-Unis, évidemment, notre voisin immédiat, là où la très grande majorité du marché mondial dans le secteur médical se trouve aussi. Est-ce qu'on voit une différence au niveau du marché? Est-ce qu'il y a plus de moyens aux États-Unis pour faire des machines, pour faire des produits, pour le développement? Le marché est vraiment différent aux États-Unis. Puis la raison, c'est le financement. Donc, le système d'innovation médicale, puis dans d'autres domaines aussi, mais dans le secteur médical, certainement vrai, est très organisé. Il y a beaucoup de fonds qui investissent dans des startups, dans des nouvelles technologies. Donc, ça fait un marché qui est vraiment extrêmement dynamique. Il y a aussi les grands joueurs multinationaux qui dominent le marché des medical devices, qui ont toutes des opérations importantes aux États-Unis et des bras d'investissement qui viennent soutenir encore là des startups et différentes entreprises pour justement encourager cette innovation. Là, je vous vois tellement niché, là. Avez-vous beaucoup de compétition? Pas beaucoup. Il y a d'autres entreprises qui opèrent dans le marché dans lequel on est, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a un compétiteur principal au Canada qui est dans l'Ouest, et puis quelques entreprises aux États-Unis. Et ce qui fait qu'on n'a pas tant de compétition directe, c'est le modèle qu'on a employé d'intégration de services. Il y a peu d'entreprises qui regroupent autant mécanique, design industriel qu'électronique, que logiciel. Donc, ça fait un élément différenciateur quand même important. Donc, le client arrive et est accompagné de A à Z du projet, ce qui est quand même plutôt rare, j'imagine, dans le secteur. Donc, aux États-Unis, ça vous fait une force de vente. Est-ce que le fait que vous êtes situé au Québec, est-ce que ça nuit présentement au développement ou pas? Non, oui et non.
certains projets qui sont plus difficiles d'accès quand il y a vraiment un avantage d'avoir une proximité géographique, physique, là. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, les entreprises américaines sont vraiment très ouvertes. OK. Sont habituées de trouver l'expertise là où elle est. Donc, les critères sont beaucoup plus centrés autour de qu'est-ce qui va m'amener au résultat. Donc, c'est là-dessus où il faut vraiment avoir beaucoup de solidité, là. Est-ce qu'on est capable de convaincre que si on mandate Novo pour développer ce produit, bien, qu'on va arriver à avoir un produit qui répond aux attentes et surtout qui peut être homologué par les autorités réglementaires pour être capable de le commercialiser. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client vous a approché et que le produit était tout simplement pas réaliste? Ah, c'est sûr que ça arrive. On a des demandes vraiment en tout genre. C'est le bleeding edge de l'innovation. Donc, naturellement, il y a des projets qui sont très, très, très solides. Puis il y a d'autres projets qui ne réussiront pas à rencontrer tous les critères pour aller de l'avant, soit parce que la technologie n'est pas encore assez prête, assez mature, soit le marché n'est pas prêt pour ce genre de technologie-là ou d'autres choses. OK, parce qu'au niveau de l'innovation, souvent, on dit que c'est peut-être un petit pourcentage là, des innovations qui vont vraiment réussir sur le marché. Vous, le fait que ça vienne d'un besoin du milieu, est-ce que ça change la donne? Est-ce que vous avez un plus gros taux de succès? Parce qu'à l'école, j'avais appris ça, là, moi, dans mon cours. Là. On m'avait dit c'est peut-être 10% des innovations qui fonctionnent vraiment. Là. Chez vous, comment ça se passe? C'est vrai? Oui, c'est vrai, sauf que il faut pas oublier que sur 10 entreprises, il y en a une ou deux qui vont avoir un grand succès. Ouais. Il y en a 5 ou 6 qui vont avoir du succès mitigé, mais qui vont arriver à vivre. Puis après ça, bien, il y en a une, 2 ou 3 qui vont tout simplement échouer. Donc, il reste quand même que la majorité des entreprises ont ce qu'il faut pour passer au travers. Puis nous, bien, on a un processus de qualification qui est quand même solide en amont. Donc, on vérifie nous-mêmes, comme les fonds qui investissent, qui sont les entrepreneurs, qui est l'équipe, quelle est la technologie. Donc, pour essayer de travailler pour des entreprises qui vont réussir à passer au travers, puis auxquelles on croit, je pense que dans notre travail, c'est tellement impliqué au cœur de l'entreprise qu'il faut y croire comme si c'était notre entreprise. Ah, je comprends. Quelle est ta plus grande fierté depuis que l'entreprise a été lancée? La plus grande fierté, c'est l'équipe qu'on a réussi à construire chez Novo. Les gens sont vraiment incroyables. C'est vraiment, d'ailleurs, on parlait de culture tout à l'heure, c'est l'élément central de la culture, c'est les gens qui l'animent et qui la font vivre. Donc, d'avoir réussi à assembler toute cette équipe-là d'experts qui travaillent pour les innovations médicales de rupture qui s'en viennent sur le marché dans les prochaines années avec brio, ben, je pense que définitivement, c'est ce qui nous fait vibrer, là, Christian et moi. Et puis, aurais-tu un conseil pour un jeune ingénieur là, qui est à l'université et qui veut se lancer en affaires? Là? Ce serait quoi ton conseil? Définitivement, c'est de se faire accompagner. Il y a toutes sortes de personnes qui sont disponibles pour aider, soutenir, donner des conseils. Des fois, c'est payant comme consultant, des fois, non. Ce n'est pas nécessairement la même personne tout au long du parcours, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher l'expérience de gens qui sont passés au travers de ce chemin-là en premier. Puis après ça, ben, ça s'intègre avec les idées, la personnalité de l'entrepreneur. Puis évidemment, l'entrepreneur va faire son propre chemin, mais avec vraiment une longueur d'avance. C'est des bons conseils. As-tu déjà fait une erreur que dans le fond, cette erreur-là a été formatrice? C'était formateur pour toi? En fait, on fait plein d'erreurs. On n'en fait pas une. Je pense que le plus important justement dans tout ce parcours-là d'entreprise,
c'est d'apprendre puis de ne pas avoir peur d'identifier là où on s'est trompé pour être capable de corriger la trajectoire. Fait que des fois, c'est dans tous les domaines, c'est dans les RH, c'est dans les ventes, c'est dans le développement, dans la stratégie. C'est un réajustement vraiment continuel. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Puis, c'est aussi ce qu'on essaie d'inculquer à tout le monde dans l'organisation, d'être capable de se donner le droit d'expérimenter, puis de se tromper, puis de se réajuster. Où vois-tu Novo dans 5 ans? Est-ce que tu penses que vous allez être pas mal implanté aux États-Unis? C'est quoi ton rêve? Alors, notre rêve, c'est vraiment d'avoir plus que la moitié de nos projets qui viennent des États-Unis. On progresse vraiment vers cet objectif-là, puis présentement, c'est là où on met notre énergie. Pour différentes raisons. Au Québec, on est bien intégré dans l'écosystème, donc ça va bien. On est super heureux de là où on est. Puis, je pense que pour les gens, pour nos gens chez Novo, une des choses les plus importantes, c'est justement d'avoir accès à ces projets-là qui sont super stimulants. Puis, il y en a beaucoup naturellement qui viennent des États-Unis. Bien, je te remercie beaucoup pour l'entretien. Franchement, toi et ton collègue, vous avez vraiment une belle entreprise avec vous créez du bon pour la santé des gens. Là. C'est fantastique. Je te remercie beaucoup pour l'échange. Ça m'a fait plaisir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcast, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!